Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Sociologie du travail et des professions, sous la direction de David Pichonaz et de Kevin Toffel, aux éditions Armand Collin 2026, que je remercie pour l'envoi. Alors en effet, je m'intéresse à la question du travail sous toutes ses formes, sociologie, structurale en l'occurrence, souffrance, RPS, etc. Et l'idée, c'est de me construire une pensée globale et multiparamétrée pour mieux comprendre bien les environnements de travail, les champs professionnels, leurs enjeux, leurs contours, leur petite et grande histoire, l'homogénéité et l'hétérogénéité des espaces professionnels, la dynamique des professions et des pratiques de travail, les enjeux de lutte dans son propre espace, comment dépasser les fausses évidences, les croyances collectives, les logiques de domination, etc. etc. Alors cet ouvrage, multivoix, répond donc à mes attentes. Tout d'abord, le chapitre sur les espaces professionnels avec Benjamin Ferron et Kevin Toffel. Alors profession, travail, de quoi parle-t-on? Quid de l'héritage de Bourdieu? Quid de la sociologie des champs? Alors le champ étant entendu comme un réseau, une configuration de relations objectives entre des positions, et de penser aussi leur autonomie relative, champ de force ou encore champ de lutte orienté vers la conservation ou transformation des rapports de force. Alors quid du mépris de classe ou encore des distributions genrées, des rapports de domination, des espaces professionnels comme le macrocosme social. L'idée est notamment de montrer que bien dans les champs infirmiers journalistiques, mais pas que, en tout cas les espaces professionnels sont socialement localisés et relativement autonomes, organisés selon une structuration interne et spécifique, et soumis en tout cas à des transformations historiques qui ne sont jamais uniquement explicables par des facteurs purement internes ou externes. Alors, les constructions analytiques des espaces professionnels invitent à penser ceux-ci comme des espaces de différenciation, de penser les lumières structurelles et relationnelles. Alors ainsi, les auteurs invitent notamment à penser une approche structurelle, relationnelle et processuelle, et proposent notamment 8 propositions pour un usage raisonné du concept de champ. Ensuite, le chapitre sur le capital spécifique, de l'étalon au bien concurrentiel avec Christelle Coton et Kevin Toffel. Alors, après quoi court-on? Parler de capital renvoie à une ressource analytique qui, je cite, autorise les chercheuses à sortir bien du discours indigène quant aux compétences particulières en vigueur ou attendues des professionnels d'un espace. Alors, capital spécifique, symbolique, de quoi parle-t-on? Comment se dessine l'inégale répartition du capital et comment l'étudier? C'est penser les fractures et les fissures qui traversent notamment l'espace professionnel. Alors à travers les espaces militaires et infirmiers ici, l'idée est notamment d'interroger les représentations professionnelles et l'investissement au travail des agents et des agentes. Idem ici, en écho aux travaux de Bourdieu. Alors, je souligne tout de suite, l'ouvrage est écrit de manière générale en écriture inclusive et c'est vraiment appréciable. Par exemple, là, agent et agente, c'est vraiment écrit agent.es, donc c'est vraiment appréciable. Alors dans le chapitre 3, l'éthos professionnel entre dispositions rentables et quête de pureté avec Marlène Bouvet et Romain Pudal. Alors le chapitre débute par «Nous avons toutes et tous en tête le stéréotype de l'employé modèle», On parle de concept aussi de grâce sociale. On enchaîne rapidement sur les figures repoussoires également, des travailleuses désajustées. Alors l'éthos professionnel est complexe à définir. Alors comment le saisir? Système de valeurs et représentation partagée de l'excellence professionnelle, ensemble de pratiques, sociologie dispositionnaliste finalement attentive aux rapports sociaux de genre, race, âge, handicap, pardon, ou encore les comportements et valeurs des agents-agentes évoluant dans des espaces professionnels. Alors l'idée ici est finalement d'analyser comment le répertoire des dispositions développées au travail s'agrège aux dispositions sociales primaires et intégré à l'analyse des dispositions et savoir-faire non légitimes. On a 3 niveaux étudiés ici, l'éthos professionnel comme le résultat de processus socio-historiques avec des trajectoires de socialisation, une réalité plurielle, hétérogénéité interne et externe, et une démarche intellectuelle avec l'opération de modélisation scientifique. Le chapitre 4, les socialisations professionnelles, ce que le travail fait aux individus, avec Étienne Guillot et David Pichonaz. Alors, bien évidemment, qu'est-ce que les agents-agentes mettent dès le même, finalement, dans leur travail? Dans quelle mesure on peut être transformé par son métier? On parle ici de socialisation de la socialisation, en référence, bien évidemment, aux travaux de Darmon. Alors quid de son caractère processuel, ses ajustements, réajustements ou encore arrangements, comment on est construit, conditionné, formé, modelé, et comment on intègre, intériorise, ou encore apprend bien évidemment des façons de faire, de penser au travail et hors travail. Quid des effets de trajectoire, des socialisations genrées, des effets de génération? Peut-on dissocier d'ailleurs la socialisation professionnelle des autres socialisations? Voilà, donc tout
En fait, un ensemble de questions qui répondent, en tout cas, encore une fois, pleinement à mes attentes. Le chapitre 5, l'illusio professionnelle, alors un travail qui en vaut la peine avec Marlène Bouvet, Cyriaque Gousset et Étienne Guillot. Alors, illusio, illusion et désillusion, hein, voilà, de quoi parle-t-on exactement? Alors, ici, on va parler notamment de croyances collectives mobilisatrices, le rapport que l'on entretient avec l'activité sociale considérée dans ses dimensions émotionnelles ou encore cognitives. Alors, des croyances, hein, précisons de suite, hein, qui ne sont pas homogènes et qui peuvent être aussi variables en intensité. On est vraiment sur un processus eh bien, dit dynamique. Alors, quid hein, de l'affaiblissement de l'illusio? Alors, le lien notamment avec le burn-out est particulièrement intéressant et moi fait écho directement à ce sur quoi je travaille en ce moment. Alors, en effet, hein, l'illusio s'effondre lorsque la demande de travail sollicitée à l'extrême leur disposition à excédant finalement leurs ressources et capitaux. Je garderai hein, précisément notamment le tableau relatif à la place de l'illusio dans le nuancier eh bien, des motivations au travail. Enfin, les deux derniers chapitres, avant les notes de recherche, eh bien, le chapitre 6, le capital économique, remettre sur l'établi un concept classique pour analyser le travail avec Amélie Beaumont, Frédéric Razra, hein. Alors on le voit de suite, hein, c'est un champ qui n'est pas suffisamment exploité hein, aujourd'hui, donc c'est l'idée ici. Et le chapitre 7, orienté vers le travail, une affaire de famille, pour une analyse de leur encastrement avec Caroline Fro. Eh bien, ces chapitres viennent clore la suite de chapitres donc, qui embrassent, hein, on va reprendre un peu les éléments. Alors le fait de repenser, notamment dans le chapitre 6, la place centrale du capital économique dans les orientations professionnelles, l'étude des rémunérations, la prise en compte des ressources économiques ou encore les motivations économiques, les promesses pécuniaires comme levier d'investissement, ou encore hein, ce qui fait parfaitement le lien avec le chapitre précédent hein, sur eh bien, les pratiques managériales. Dans le chapitre 7, on va notamment évoquer donc, la place, ces questions de réencastrer la famille et le travail, hein. Alors je cite Karl Polanyi, critique le déterminisme économique, l'économicisme, conception ben, d'où découle la croyance en la faisabilité, parfois même la réalité d'un système autorégulateur du marché. Pourtant, le marché, en particulier la vente de la force de travail, reste encastré et enchevêtré dans des finalement, cadres relationnels et institutionnels. La famille en est impuissant, la parenté offre donc une entrée heuristique pour étudier les processus sociaux de différenciation, hiérarchisation, invisibilisation des activités de travail. Et parce que l'étude ben, de son fonctionnement rend intelligible la distribution et le sens donné aux différentes activités nécessaires à la survie et à la reproduction d'individus en situation d'interdépendance, eh bien, elle informe le fonctionnement du marché du travail et plus largement ce qu'on appelle hein, le macrocosme social. Alors dans les autres points hein, qui ont finalement été transversaux, hein, la dynamique des professions et des pratiques au travail inscrites dans des rapports sociaux, la cartographie des espaces professionnels, de l'organisation des rapports de domination et des hiérarchies de légitimité, ou encore l'homogénéité et l'hétérogénéité des espaces professionnels, ou encore hein, penser une approche eh bien, dispositionnaliste pour rendre compte hein, de ce que le travail fait aux agents et aux agentes et la manière dont peuvent être imposées hein, dans le travail des dispositions intériorisées dans d'autres espaces redevables, par exemple à la socialisation familiale ou de genre, hein, précise David Pichonaz et Kevin Toffel dans leur introduction Renouveler l'étude du travail et des professions. Alors, je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, hein, c'est une mine, hein, c'est passionnant, bonne lecture et à bientôt.